Les Romains appelèrent Germanie ces terres sauvages d'outre-Rhin, peuplées de tribus belliqueuses qui résistaient à la puissance de l'Empire. Pendant plus de 1000 ans, cette région au cœur de l'Europe fut le théâtre de transformations continues. Fragmentation et unité, empires et royaumes, guerres de religion et révolutions industrielles. De ce sol naquirent des figures telles que Luther, qui défia Rome, Frédéric le Grand, qui consolida la discipline prussienne, et Bismarck, qui réalisa l'unification au XIXe siècle. Hitler interpréta cette trajectoire comme une mission inachevée. Il vit la défaite de 1918 et le traité de Versailles comme une humiliation à réparer. C'est pourquoi il exalta les mythes et symboles germaniques du passé, projetant une vision où l'Allemagne devait occuper une place centrale sur le continent. Après les années du Troisième Reich et les ravages de la Seconde Guerre mondiale, le pays a trouvé une nouvelle orientation. Divisé d'abord en 2 États belligérants, puis réunifié en 1990, l'Allemagne est devenue une démocratie solide, devenant le moteur économique et politique de l'Europe. Quelle est la véritable histoire de l'Allemagne? Les origines de la race germanique, d'Arminius à Luther. Dès les premiers écrits, l'imaginaire germanique a trouvé dans les anciennes tribus germaniques un reflet de son identité. Parmi elles, la figure d'Arminius s'est imposée comme un emblème d'indépendance vis-à-vis de Rome. Selon les récits recueillis par des auteurs ultérieurs, le chef chérusque parvint à rallier des forces dispersées, à utiliser sa connaissance du terrain et à tendre des embuscades qui forcèrent l'Empire à battre en retraite. Bien que les récits varient, l'épisode de la forêt de Teutobourg devint, au fil des siècles, un symbole d'unité, de courage et de résilience. Lors de la montée du nationalisme, historiens et penseurs allemands ont ressuscité Arminius comme un héros ethnique, le présentant comme l'initiateur du destin germanique. Dans ses discours, ses sculptures et ses illustrations scolaires, il fut placé au début d'une chaîne qui mènerait, des siècles plus tard, à l'émergence d'un peuple promis à la grandeur. Au fil du temps, l'idée d'une communauté germanique ancestrale s'est inextricablement liée à l'histoire du Saint-Empire romain germanique. Bien que marqué par des conflits internes et une fragmentation territoriale, ce dernier a servi de structure politique et religieuse pour affirmer la continuité entre le passé tribal et l'héritage chrétien européen. Pendant des siècles, les empereurs germaniques ont entretenu des liens avec Rome, négocié avec la papauté et tenté de contrôler diverses principautés. Bien qu'en pratique l'Empire manqua de centralisation, son image a été reprise au XXe siècle comme l'exemple d'un passé glorieux encore inachevé. Certains idéologues modernes ont décrit le Saint-Empire romain germanique comme l'expression primitive d'une volonté collective à concrétiser. L'idée d'une communauté spirituelle, d'un ordre supranational sous la direction germanique, perçue comme une force civilisatrice, a été exaltée. Dans le même ordre d'idées, le XVIe siècle a offert une autre figure clé pour alimenter le récit des origines et du destin, Martin Luther. Sa confrontation avec Rome a été réinterprétée comme un exemple de l'esprit rebelle et autonome des Allemands. Bien que ses motivations religieuses fussent multiples et complexes, sa figure fut au fil du temps simplifiée pour correspondre à la vision d'un peuple rejetant toute forme de subordination étrangère, qu'elle soit spirituelle ou politique. L'acte de clouer les thèses à Wittenberg, quelle que soit son exactitude historique, devint une scène centrale des manuels scolaires et de la propagande visuelle. Il fut présenté comme le moment où un Allemand ordinaire, sans armes ni titre de noblesse, affronta fermement la plus grande puissance de son temps. Luther devint la preuve que l'âme allemande contenait en elle le pouvoir d'opérer de grandes transformations. À mesure que cette image se consolidait, des aspects moins connus de ses écrits furent également ravivés. Ses positions sur les Juifs, en particulier, prirent une importance nouvelle. Des textes ultérieurs du réformateur, dans lesquels il exprimait crûment des idées antisémites, furent repris et amplifiés au XXe siècle. Pour certains interprètes, cela confirma que même les fondateurs de la pensée nationale avaient identifié des menaces internes qui entravaient l'unité. Cela souligna comment Luther, après des années de tentatives de conversion infructueuses, finit par proposer des mesures d'exclusion. Ces passages, restés en arrière-plan pendant des siècles, furent sélectionnés et diffusés afin de renforcer l'idée que l'antisémitisme faisait partie intégrante de la tradition allemande depuis l'Antiquité. Cette façon de considérer le passé était le fruit de décennies de réinterprétation,
de sélection partielle des faits et de la construction d'un récit linéaire. Des personnages tels qu'Arminius, Charles le IV et Luther ne partageaient ni époque ni but, mais étaient placés dans une séquence reliant luttes ethniques, grandeur impériale et pureté spirituelle. À travers des manuels, des conférences et des expositions, cette chaîne était présentée comme le reflet de l'âme allemande à travers le temps. Les erreurs, les divisions et les contradictions étaient masquées ou minimisées. L'important était d'établir une image cohérente des origines, où les anciens chefs de tribus, les empereurs chrétiens et les réformateurs protestants apparaissaient comme les maillons d'un projet commun. Lors de l'expansion idéologique du XXe siècle, des cartes, des sculptures et des reconstitutions visuelles ont été utilisées pour renforcer cette continuité. Les itinéraires migratoires étaient représentés, les langues comparées et les caractéristiques physiques liées aux attributs moraux. Tout cela a servi à construire une généalogie mythifiée, dans laquelle les Allemands étaient dépeints comme travailleurs, nobles et combatifs dès le début. Dans cette séquence, le Saint-Empire romain germanique, bien que fragmenté, était perçu comme une répétition d'une unité future, tandis que la réforme apparaissait comme une purification spirituelle encore inachevée. Même les conflits religieux entre catholiques et protestants étaient absorbés par le récit de l'évolution interne, comme si le peuple était en quête constante de sa forme définitive. L'enseignement de l'histoire était également adapté à cette vision. Des visites de monuments étaient organisées, des dates emblématiques étaient mémorisées et une lecture héroïque du passé était promue. Dans les musées et les défilés, une interprétation sélective était encouragée, brouillant les fractures internes et transformant chaque étape historique en un aperçu de la suivante. Cette stratégie éducative ne cherchait pas à former des spécialistes, mais plutôt des citoyens convaincus d'appartenir à une lignée singulière. L'importance de poursuivre l'œuvre inachevée de leurs ancêtres était soulignée, que ce soit sur le plan territorial, spirituel ou culturel. Il était rappelé que les échecs passés étaient dus à des interférences extérieures ou à des actes de déloyauté, jamais à ses propres défaillances. Cette construction symbolique alimentait à la fois la fierté collective et la justification des politiques contemporaines. Si l'on partait du principe que l'âme allemande existait depuis l'Antiquité et avait été altérée ou réprimée pendant des siècles, toute tentative de la restaurer pouvait être interprétée comme un acte de justice historique. Les campagnes politiques, les projets d'intégration ou d'exclusion et les discours sur la mission nationale s'appuyaient sur des références à la réforme protestante et à l'idéal impérial, tous deux enveloppés d'une aura antique. Les décisions actuelles étaient justifiées comme si elles répondaient au cours naturel des événements. Ainsi, le récit des origines est devenu un outil, un slogan et un guide d'action. Chaos, désunion et humiliation, l'avertissement de l'histoire. Le Saint-Empire romain germanique était devenu un patchwork vulnérable lorsqu'éclata un conflit qui dura 3 décennies. Cette guerre commença par un différend entre confessions religieuses, revendications dynastiques et ambitions étrangères, qui trouva son origine dans une Allemagne divisée. Les premiers combats éclatèrent en Bohême, mais ils s'étendirent rapidement. Ce qui semblait être un soulèvement limité se transforma en une guerre continentale. Les puissances voisines intervinrent à différents moments pour tirer parti du chaos. L'Espagne, la Suède et la France envoyèrent des troupes sur le territoire impérial pour leurs propres intérêts. L'incapacité des princes allemands à coordonner une défense commune permit aux forces étrangères de raser des villages et de détruire des régions entières. Les populations furent laissées sans protection et les paysans furent victimes de tous les camps. Les alliances évoluèrent au gré des convenances de chaque seigneur. Aucune cause unificatrice ni aucun leadership commun ne se dégagea. La guerre s'éternisa sans objectif clair, simplement parce qu'aucun acteur ne parvint à imposer une solution durable. Pendant 30 ans, l'Europe centrale fut prise dans une série ininterrompue de destruction. Dans de vastes zones rurales, les récoltes furent abandonnées et la faim devint une condition permanente. Les maladies se répandirent parmi les civils déplacés, les soldats indisciplinés et les communautés isolées. Les armées de mercenaires subsistaient grâce au pillage. Elles n'obéissaient à aucune autorité ferme et ne restaient en campagne que si elles en tiraient un profit immédiat. La population était coincée entre des fronts mobiles qui opéraient sans scrupule.
Ceux qui parvinrent à survivre décrivirent des scènes de villages incendiés, de temples violés et d'enfants assassinés. Le conflit cessa d'être une lutte de pouvoir pour devenir une dévastation constante, alimentée par un manque de cohésion. À la signature de la paix de Westphalie, l'Empire avait perdu sa structure politique originelle. Il ne subsistait qu'un groupement de territoires disparates fonctionnant séparément. La signature des accords ne représentait pas un triomphe pour les Allemands, mais plutôt un moyen d'endiguer l'hémorragie. La France et la Suède en tirèrent des avantages concrets. En revanche, les États impériaux se fragmentèrent. Chaque prince renforça son contrôle local et empêcha toute nouvelle tentative de concentration du pouvoir. La coexistence religieuse était autorisée, mais la désorganisation territoriale persistait. Cette guerre laissa des traces claires à ses successeurs. Le souvenir d'un pays détruit par son incapacité à agir en bloc fut plus tard repris par ceux qui cherchèrent à imposer l'unité par la force. Les divisions internes commencèrent à être perçues comme une cause récurrente de malheurs collectifs. L'accent ne fut plus mis sur les confrontations spécifiques et les négociations signées, mais sur le vide laissé par le manque de cohésion. Au siècle suivant, cet avertissement fut ignoré jusqu'à ce qu'un nouveau coup dur ébranle le monde germanique. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un conflit religieux, mais d'une invasion menée par un homme qui avançait avec rapidité et précision. Napoléon ne remporta pas seulement une victoire militaire, il réorganisa également le paysage politique en sa faveur. Les structures impériales furent éliminées. Le Saint-Empire romain germanique disparut par un acte administratif, laissant place à une faible fédération créée sous la pression extérieure. La plupart des dirigeants régionaux acceptèrent cette transformation. La résistance échoua à se consolider. Aucun leadership national n'émergea capable de faire face à l'avancée française. La Prusse, l'Autriche et d'autres territoires agissaient sans coordination. Les défaites s'accumulèrent et les accords imposés par Napoléon assurèrent sa domination au cœur du continent. Au lieu d'efforts conjoints, des décisions isolées furent prises. Au lieu de s'organiser, c'est l'obéissance à l'envahisseur qui prévalut. Les cités impériales virent les troupes françaises défiler comme si elles étaient les leurs. Les nouvelles idées qui les accompagnèrent divisèrent encore davantage les élites. Certains interprétèrent les changements comme une modernisation nécessaire, d'autres les associaient à une perte d'autonomie. Mais même ceux qui acceptèrent ces transformations ne purent échapper au sentiment d'avoir été repensés de l'extérieur. Les nouvelles normes, les nouveaux symboles et les nouvelles lois ne naquirent pas dans leur propre centre de décision, mais dans la capitale française. Ce choc ne se limita pas à l'armée. Il affecta également la représentation collective. La dissolution du Saint-Empire romain germanique ne fut pas le résultat d'une rébellion interne ou d'un accord national, mais la conséquence directe d'un ordre imposé de l'extérieur. Il n'y eut ni bataille finale, ni défense généralisée. Les couronnes furent remaniées et certains souverains trouvèrent des avantages dans le nouvel ordre. Malgré cela, le sentiment général était celui d'une perte irréparable. Au fil des ans, cette expérience nourrit un nouvel élan. Le mécontentement suscité par l'absence d'opposition généra un mouvement nationaliste cherchant à réinterpréter ces événements. Écrivains, militaires et chroniqueurs commencèrent à dépeindre cette période comme une occasion manquée. Ils évoquèrent des alliances brisées, de la passivité, des décisions fragmentées. Le récit dominant devint celui d'un avertissement à comprendre comme un mandat. L'héritage de cette époque subsista non seulement dans les institutions, mais aussi dans la mémoire collective. Un récit d'impuissance s'établit, ravivant des épisodes mineurs de défiance et transformant ses protagonistes en exemples de courage isolé. Les noms de personnalités méconnues ayant résisté sans soutien furent diffusés. Une image pertinente fut construite pour démontrer qu'un avenir différent exigeait une réponse collective. Au fil du XIXe siècle, cette vision servit de justification politique. Les personnalités ayant vécu la défaite face à Napoléon furent transformées en symboles. L'échec du passé devint un argument en faveur de plans visant à unifier le territoire. La fragmentation n'était plus considérée comme un élément naturel du système impérial. Elle était désormais décrite comme un problème à éliminer. La guerre de 30 ans et l'occupation française s'inscrivaient dans le même récit. Dans cette reconstruction, l'Allemagne était présentée comme une communauté qui souffrait dès qu'elle agissait de manière divisée. Le contenu religieux ou idéologique n'avait plus d'importance. Ce qui comptait,
c'était l'absence d'orientation commune. Cette interprétation était diffusée dans les écoles, les journaux et les structures militaires. Elle servait à interpréter le passé et aussi à préparer l'avenir. Ces épisodes n'étaient pas considérés comme des blessures guéries, mais comme des avertissements toujours d'actualité. Le message était clair, pour éviter l'effondrement, il fallait agir en tant que corps unifié. L'esprit prussien, discipline, puissance et unité. Dans une région marquée par la fragmentation et les conflits, un modèle distinct d'autorité, d'efficacité et d'obéissance émergea. La Prusse consolida un appareil d'État fonctionnel dans un contexte de désunion et le transforma en un exemple à suivre. Dès le début du XVIIIe siècle, cet appareil d'État commença à se distinguer sur la scène européenne par son organisation rigide, son administration centralisée et une structure militaire où chaque maillon répondait précisément à sa mission. Alors que d'autres territoires allemands restaient stagnants sous le joug féodal, la Prusse construisit une culture du devoir qui allait remodeler le sentiment d'appartenance au cours des siècles suivants. Ce modèle prit de l'ampleur avec l'arrivée de Frédéric II. À partir de 1740, son règne combinait ambition territoriale, modernisation institutionnelle et concentration du pouvoir. Si ses campagnes militaires le rendirent célèbre, son influence la plus durable résida dans sa forme de gouvernement. Il introduisit des changements juridiques, améliora le système fiscal et limita les privilèges de la noblesse afin d'imposer une structure plus fonctionnelle sous sa direction personnelle. Son approche centralisée ne répondait ni aux idéaux des Lumières, ni aux aspirations démocratiques, mais plutôt à une logique de commandement vertical et continu. Cette structure s'accompagnait de succès militaires. Lors de la guerre de succession d'Autriche, Frédéric s'empara de la Silésie avec des troupes disciplinées et une logistique bien coordonnée, venant à bout de forces plus importantes. Cette victoire consolida le royaume de Prusse comme un acteur de premier plan et projeta l'image d'un souverain méticuleux et tenace. Sa devise, consignée dans plusieurs textes officiels, mettait l'accent sur la précision comme valeur suprême. Cette expression traduisait l'esprit qui imprégnait tous les rangs de l'appareil public et militaire. Contrairement à de nombreuses cours européennes, la cour prussienne évitait les luxes superflus. La réduction des dépenses et l'accumulation du pouvoir entre les mains de quelques personnes répondaient à une vision privilégiant le fonctionnement collectif. Cette austérité marqua le comportement des fonctionnaires, formés à l'exécution directe des ordres. Cette logique d'obéissance dépassa l'État et finit par façonner la vie civile. Dans ce contexte, le travail était considéré comme un devoir structurel. Une classe dirigeante se consolida, répondant par une loyauté systématique et agissant selon des habitudes bien établies. L'éducation jouait un rôle spécifique dans ce mécanisme. L'école préparait des individus adaptés à leur place dans la structure globale. Au XIXe siècle, ce système produisait des générations entières de juges, de bureaucrates, d'enseignants et de soldats qui pensaient et agissaient dans le même sens. La discipline s'étendait de la caserne à la salle de classe et de la salle de classe au foyer, sans interruption. Alors que dans d'autres pays européens, les idées des Lumières restaient des aspirations. En Prusse, elles étaient déjà mises en œuvre sous forme de procédures standardisées. Certains penseurs du XIXe siècle commencèrent à voir en Frédéric le modèle d'un État impersonnel, soutenu par des méthodes et des structures. On lui attribuait des capacités de calcul, de la prévoyance et une ferme détermination à préserver le fonctionnement de son gouvernement. Ces qualités étaient soulignées par ceux qui cherchaient à établir des bases solides pour la future nation allemande. Son style ne recherchait ni le charisme ni le soutien populaire, mais plutôt l'efficacité technique et un ordre durable. L'organisation de l'armée renforçait cette image. Le soldat prussien agissait au sein d'un système bien défini. Chaque instruction, chaque formation et chaque action suivait un entraînement rigoureux. L'uniforme symbolisait la conformité au règlement. Les sanctions en cas de manquement étaient immédiates, et cette clarté renforçait une routine stricte, perçue comme une valeur positive. La répétition exacte d'un acte était considérée comme supérieure à toute forme d'innovation. Cette idée s'est répandue à tous les niveaux. Au-delà du domaine militaire, l'administration prussienne a également acquis une certaine reconnaissance. Les procédures suivaient des itinéraires prédéfinis. Les temps d'attente étaient réglementés. Chaque fonctionnaire connaissait ses responsabilités et savait à qui il rendait compte.
Cette chaîne de responsabilité permettait une résolution rapide des problèmes et réduisait les conflits internes. Les citoyens, constatant la stabilité des processus, ont développé une confiance dans une institution indépendante de leurs intérêts personnels, bien que toujours liée à une autorité juridique supérieure. Frédéric a laissé de nombreux documents expliquant sa conception du gouvernement comme une tâche fonctionnelle. Dans l'un de ses textes les plus célèbres, il affirmait que le roi devait agir comme le premier serviteur de l'administration. Cette phrase était fréquemment reprise dans les discours officiels car elle résumait la justification du pouvoir centralisé. Dès lors, une éthique d'État axée sur les résultats fut établie, sans recours à des arguments émotionnels ou religieux. L'important était que les choses fonctionnent. Ce modèle fut intériorisé par la population allemande au cours du XIXe siècle. À l'école, Frédéric était présenté comme un exemple d'organisation et de rationalité. Dans les manuels militaires, ces stratégies faisaient partie intégrante du programme. Dans la vie publique, son nom évoquait une forme de fonctionnement collectif efficace. Sa figure n'inspirait pas la dévotion personnelle, mais plutôt le respect du modèle qu'il avait mis en œuvre. Son héritage ne reposait pas sur des anecdotes, mais sur des structures démontrant une capacité opérationnelle durable. Cette logique, cependant, imposait des exigences constantes. Elle réduisait la marge d'initiative individuelle et établissait le mérite comme un ajustement à l'ensemble. Des générations entières ont grandi sous des règles qui récompensaient l'exécution précise et la remise en question limitée. En période de stabilité, ce système produisait des résultats visibles. En temps de crise, il offrait des mécanismes de réponse immédiats. Cette flexibilité fit du système prussien une référence pour ceux qui valorisaient le contrôle, la continuité et une expansion continue. À la fin du XIXe siècle, cette structure était déjà ancrée dans l'identité allemande en développement. Les règles n'étaient pas imposées de l'extérieur, mais intégrées au quotidien. La discipline était considérée comme le fondement du fonctionnement de la société. L'ordre était intégré à tous les aspects de la vie publique. Dans ce contexte, l'héritage de Frédéric ne se limitait pas aux sphères militaires et politiques, mais définissait un type de citoyen pour qui la liberté se résumait à la capacité de contribuer au fonctionnement général avec efficacité et cohérence. Bismarck et la création d'un empire allemand. Pendant des décennies, l'Allemagne a existé comme une constellation d'États indépendants, dominée par les influences étrangères et la rivalité entre l'Autriche et la Prusse. À partir des années 1860, Otto von Bismarck, ministre-président de Prusse, a transformé cette fragmentation en un projet d'unification mené par la force militaire, non fondé sur des principes libéraux ou des accords parlementaires. Pour Hitler et le national-socialisme, ce processus est devenu l'acte fondateur d'une nation forte et autoritaire, guidée par l'intérêt général au-delà de toute forme d'idéalisme. L'unification de 1871 a été présentée comme un précédent historique direct de la manière dont l'ordre politique devait être imposé, par la force, la stratégie et la concentration du pouvoir. Bismarck a soigneusement évité tout appel au sentiment abstrait d'un nationalisme romantique. Son objectif était d'assurer la primauté de la Prusse sur les autres États allemands et d'exclure définitivement l'Autriche des affaires de l'Allemagne du Nord. En ce sens, Hitler le considérait comme le véritable architecte d'une unité nationale en rupture avec l'héritage du Saint-Empire romain germanique, qu'il percevait comme faible et dispersé. La nouvelle Allemagne s'est formée au terme de guerres calculées, d'abord contre le Danemark en 1864, puis contre l'Autriche en 1866, et enfin contre la France en 1870. Lors de chacune de ces campagnes, Bismarck a utilisé le conflit comme un outil pour reconfigurer l'équilibre des pouvoirs en Europe sans le considérer comme un objectif en soi. Le recours systématique à la guerre comme moyen politique direct a été adopté par les idéologues nazis comme modèle d'action étatique légitime. La proclamation de l'Empire allemand a eu lieu dans la galerie des glaces du château de Versailles en janvier 1871. Les princes allemands y ont reconnu le roi de Prusse comme empereur. Ce moment a marqué le début officiel du Reich et a transformé le langage politique. L'autorité impériale ne faisait plus appel au consensus de l'ordre ancien, mais était soutenue par la supériorité militaire démontrée sur le champ de bataille.
Du point de vue national-socialiste, cette cérémonie en terre ennemie symbolisait l'affirmation de la volonté allemande face aux puissances occidentales, en particulier la France. L'humiliation infligée à l'adversaire fut intégrée au nouveau récit national et le choix de Versailles comme lieu de la proclamation fut réinterprété comme une manifestation du destin historique allemand. L'empire qui naquit ce jour-là était structuré selon une structure hiérarchique, la Prusse occupant son sommet. Bismarck contrôlait le Parlement impérial grâce à une constitution qui accordait des pouvoirs décisifs au chancelier et à l'empereur. Hitler considérait cette forme d'autorité concentrée comme un précurseur utile, quoique insuffisant, du système qu'il établirait des décennies plus tard. La figure du chancelier était subordonnée à la confiance de l'empereur, ce qui lui permettait de manœuvrer sans contraintes institutionnelles. Pour le régime nazi, cette conception offrait une base historique pour affaiblir le pouvoir législatif et renforcer le pouvoir personnel, considéré comme plus fonctionnel que toute forme de représentation politique large. La structure du nouveau Reich favorisait également un modèle restreint de citoyenneté. Les États membres conservaient certains droits, mais la politique étrangère, la défense et les principales affaires économiques étaient centralisées à Berlin. Les symboles nationaux tels que le drapeau noir, blanc et rouge et l'hymne impérial furent récupérés par les nationalistes allemands comme emblème de cohésion. Dans la propagande nazie, ces éléments furent utilisés comme expression légitime de la fierté germanique, contrastant avec l'internationalisme et la dégradation culturelle de la période républicaine post-1918. L'iconographie du Second Reich se transforma en un répertoire alimentant le récit de la continuité historique. Bien que Bismarck ait évité l'annexion de l'Autriche, Hitler interpréta son exclusion délibérée du nouvel empire comme une tâche inachevée. Le concept d'une nation allemande sans les peuples germaniques du Sud représentait, pour les nationaux-socialistes, une distorsion qu'il fallait corriger. L'unification de 1871 était perçue par Hitler comme une étape partielle vers un Reich véritablement total. L'idée de l'Anschluss avec l'Autriche, finalement réalisée en 1938, trouva son ancrage symbolique dans cet acte fondateur. Ce que Bismarck laissa inachevé devint une mission à accomplir par l'expansion territoriale et la reconfiguration ethnique de l'espace germanique. Outre la composante territoriale, l'unification promue par Bismarck reposait sur la vision d'un État autoritaire, conservateur et centralisé. Il n'existait aucune doctrine formelle hormis la défense de l'intérêt national prussien, ce qui permettait une grande flexibilité décisionnelle. Cette ambiguïté fut exploitée par les nationaux-socialistes, qui interprétèrent cette absence de dogme comme un signe de pragmatisme supérieur. Selon leur interprétation, l'État devait agir sans contraintes morales externes, en utilisant les moyens les plus efficaces disponibles, qu'ils soient diplomatiques, militaires ou économiques. Bismarck devint une figure légitime d'une politique affranchie de toute frontière éthique conventionnelle. Le nouvel empire allemand, bien qu'il ait promu certaines réformes modernisatrices, conserva une structure sociale rigide. La noblesse prussienne, l'armée et les hauts fonctionnaires continuèrent de concentrer le pouvoir au sein du gouvernement. Cette continuité fut célébrée par les secteurs conservateurs du Troisième Reich comme un signe de fermeté dans les traditions nationales. Dans les discours officiels nazis, la figure du Junker, l'aristocrate militaire prussien, fut réintroduite comme un modèle de dévouement à l'État, de discipline et d'obéissance. La transformation d'un ensemble de royaumes fragmentés en une puissance unifiée était présentée comme la confirmation d'une tâche historique à accomplir. D'un point de vue historique, la proclamation du Second Reich en 1871 était considérée comme un acte d'affirmation visuelle autant que politique. Chaque élément de la cérémonie, du cadre au protocole, obéissait à une logique de légitimation que le Troisième Reich allait reproduire dans ses propres événements officiels. De même que Bismarck employait le symbolisme pour consolider l'autorité du nouvel empire, Hitler reproduisait cette formule lors de ses congrès de parti et de ses défilés militaires. Le lien entre la fondation de l'Empire et la vision ultérieure du Troisième Reich était également perceptible dans la conception de la nation. Dans les deux cas, le peuple allemand était défini non par un accord juridique, mais comme une communauté de destin liée par le sang, le sacrifice et l'obéissance.
La prééminence de l'armée, la subordination de l'individu à l'État et la proclamation d'une mission commune étaient des éléments présents dans les récits de Bismarck et d'Hitler. La différence résidait dans le degré d'intensité appliqué aux méthodes employées pour atteindre ces objectifs. Globalement, l'unification de 1871 a non seulement transformé la carte politique de l'Europe, mais a aussi marqué durablement la pensée politique allemande. Pour le régime national-socialiste, cet événement fondateur a servi de guide face aux risques de division interne ou d'ingérence étrangère. Bismarck offrait l'image d'un dirigeant inflexible, prêt à recourir à la force et à faire fi des formalités s'il en résultait une nation puissante. Le retour de cette figure et de cet événement a servi de base à la justification d'un pouvoir sans limite. Bien que le Second Reich ait disparu après la défaite de 1918, il a continué de servir de soutien symbolique au nouveau régime, le transformant en une étape inachevée devant être achevée par un leadership absolu et la guerre. Trahison et défaite, l'effondrement impérial et la blessure de Versailles. Les tranchées marquèrent les derniers jours de l'Empire allemand, tandis que ses dirigeants négociaient la fin de la guerre à huis clos. L'offensive du printemps 1918 échoua et les soldats allemands, épuisés et démunis, commencèrent à battre en retraite. Le haut commandement comprit que la situation était intenable. Ludendorff abandonna le contrôle, le Kaiser était absent et la pression s'intensifiait à Berlin pour un armistice. Les troupes continuèrent le combat, mais la défaite devenait évidente. Avec l'effondrement du front occidental, de nouvelles forces politiques s'agitèrent dans le pays. Les marins se révoltèrent, les ouvriers organisèrent des conseils et des gouvernements provisoires furent formés dans les villes pour exiger la fin du conflit. La Révolution de novembre détrôna l'empereur et proclama la République. Cependant, pour beaucoup, ce nouveau régime ne résulta pas d'une victoire légitime, mais fut perçu comme le résultat d'une trahison. Généraux et nationalistes commencèrent à construire un autre récit. Bien que la reddition fût une réponse à une situation militaire désespérée, l'idée d'un sabotage interne de l'armée se répandit rapidement. Cette accusation ne surgit pas du néant. Les défaites n'étaient plus expliquées par des erreurs tactiques ou la force de l'ennemi, mais plutôt par un effondrement moral provoqué par des agitateurs et des traîtres. Cette version, surnommée le « coup de poignard dans le dos », devint une formule politique évitant d'assumer une responsabilité militaire directe. Socialistes, pacifistes, juifs et démocrates furent accusés d'affaiblir la volonté de combattre du peuple. La propagande, qui avait auparavant soutenu le moral au combat, fut détournée pour attaquer les civils exigeant la fin de la guerre. La signature de l'armistice eut lieu dans un wagon à Compiègne. Pour les Alliés, ce fut l'ultime étape vers la paix. Pour les factions nationalistes allemandes, elle représentait une humiliation inacceptable. On parlait de déshonneur, de reddition inutile, de capitulation interne. La nouvelle République hérita du poids symbolique de cet acte. Ceux qui participèrent aux négociations furent stigmatisés et rendus complices d'une capitulation impardonnable. Le gouvernement de Weimar naquit marqué par ce sentiment de faiblesse et de défaite. Les conditions imposées par le traité de Versailles consolidèrent ce récit. Le traité fut accueilli avec indignation. De sévères restrictions territoriales furent imposées. L'armée démantelée et des réparations financières exigées qui étouffèrent l'économie. Mais au-delà des clauses matérielles, ce qui alimenta le plus le ressentiment fut la fameuse clause de culpabilité. L'article 231 obligeait l'Allemagne à assumer seule la responsabilité du déclenchement de la guerre. Cette déclaration, exigée par les vainqueurs pour justifier les sanctions, fut interprétée en Allemagne comme une insulte délibérée. L'opinion publique, les militaires et les partis conservateurs rejetèrent immédiatement cette version des faits. Ils refusèrent d'admettre que le Reich avait déclenché unilatéralement le conflit. Ce rejet nourrit de nouvelles idéologies. Adolf Hitler servit dans l'armée pendant la guerre et vécut la capitulation comme une expérience traumatisante. Dans son discours politique, le mythe du coup de poignard dans le dos occupa une place centrale. Il répétait que l'Allemagne n'avait pas été vaincue sur le champ de bataille, mais qu'elle avait été terrassée par des ennemis intérieurs. Il ajoutait des noms à cette liste, les marxistes, les dirigeants de la Révolution de novembre, les parlementaires signataires du traité et surtout les juifs. Son discours mêlait nationalisme, antisémitisme et théorie du complot. Il présentait la défaite comme un crime à venger.
Il ne parlait pas de corriger les erreurs de la guerre, mais plutôt de restaurer une grandeur prétendument volée de l'intérieur. Ce récit trouvait un profond écho. De nombreux vétérans partageaient ce sentiment d'avoir été trompés. Les mouvements d'extrême droite répétaient ce mythe comme une vérité incontestable. Les médias conservateurs renforçaient l'idée que le nouveau régime était né de la lâcheté. Même dans les cercles plus modérés, il était admis, au moins partiellement, que l'Empire s'était effondré en raison de troubles internes. Cette vision se répandit dans la culture populaire, les livres, les cérémonies et les hommages. La défaite devint le début symbolique d'une promesse de renaissance. Tout au long des années 1920, le traité de Versailles devint un symbole de honte. Les campagnes du parti nazi l'utilisèrent comme outil d'agitation. Hitler promit de l'annuler, de reconstruire l'armée et de récupérer les territoires perdus. Dans ses discours, il accusait la République d'avoir trahi le peuple et les soldats tombés au combat. Il présentait son mouvement comme la véritable continuité de l'esprit du front. Selon cette logique, seuls ceux qui avaient combattu étaient légitimes pour sauver la nation. Juifs, communistes et démocrates étaient exclus de cette vision. Ils étaient désignés comme les responsables de l'effondrement. L'image du combattant abandonné acquit une valeur symbolique centrale. Monuments, défilés et iconographie nazie, la figure du guerrier loyal trahi par une arrière-garde corrompue apparut. Cette image renforçait le récit de la pureté face à la décadence. Les ennemis intérieurs étaient décrits comme dégénérés, immoraux et déloyaux. La lutte contre eux était présentée comme une croisade morale. Il ne s'agissait pas seulement de prendre le pouvoir, il fallait purifier la société. La défaite de 1918 n'était plus interprétée comme un effondrement militaire et devint le point de départ d'une idéologie fondatrice. Ce récit non seulement déformait les faits, mais offrait également une justification idéologique à ce qui allait suivre. Il permettait de qualifier toute opposition de collaboration avec l'ennemi. Elle transforma le désaccord en trahison. Suivant cette logique, la censure, la persécution et la violence furent normalisées. Les idées démocratiques furent rejetées comme faibles. Le parlementarisme fut perçu comme un obstacle à l'unité nationale. Les dirigeants du passé récent furent présentés comme des instruments de puissances étrangères. Ce récit fut un outil essentiel de la montée du nazisme. Son efficacité ne dépendait pas de son contenu, mais de sa capacité à réveiller des ressentiments, des émotions et des souvenirs partagés. À l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le traité de Versailles fut l'une des premières cibles déclarées. L'Allemagne reçut l'ordre de se retirer de la Société des Nations, le réarmement reprit et les clauses de désarmement furent dénoncées. Chaque mesure fut présentée comme un moyen de réparer une injustice historique. La diplomatie du régime s'appuya sur cette blessure symbolique. Dans les défilés, les discours officiels, dans les écoles, l'idée que l'Allemagne avait été victime d'un grief massif fut répétée. Cette version non seulement légitima le pouvoir, mais prépara aussi la société à de nouveaux affrontements. Le passé devint un moteur de guerre. La défaite de 1918 était bien réelle, mais le récit dominant l'a transformée en instrument de pouvoir. L'Empire s'est effondré sous l'effet conjugué de l'usure militaire, d'erreurs stratégiques, d'un effondrement économique et de pression sociale. Cependant, le nazisme exigeait un récit plus simple, avec des coupables clairement identifiés et des solutions extrêmes. Le mythe de la trahison offrait tout cela, et c'est de là que la voie vers la prochaine catastrophe était tracée. Weimar, le chaos qui a donné naissance au Troisième Reich. Le système établi en Allemagne après l'effondrement de l'Empire était présenté comme une structure formellement démocratique, dotée d'une constitution écrite, du suffrage universel et de la séparation des pouvoirs. Cependant, dès ses débuts, la République fut confrontée à des difficultés internes qui minèrent sa stabilité. Les accords signés par les représentants du nouveau gouvernement à la fin de la guerre suscitèrent un ressentiment général et les institutions nées après l'armistice de 1918 furent perçues par beaucoup comme des impositions nées de pressions étrangères. La signature du traité de Versailles renforça cette image et les dirigeants politiques qui l'acceptèrent furent accusés de déshonneur national. Cette perception alimenta un rejet de l'autorité de l'État et affaiblit la légitimité du nouveau régime.
Les idées nationalistes profitèrent de ce contexte pour propager l'idée que la nation avait été trahie de l'intérieur et que l'issue de la guerre n'était pas due à une incapacité militaire, mais plutôt imposée par des décisions internes. Ce récit, répété avec insistance, fut l'un des piliers sur lesquels s'édifia ultérieurement le discours sur le nazisme. Les conséquences économiques du traité devinrent rapidement visibles, et la population associa l'appauvrissement à l'existence même du nouveau système républicain. Dans les premières années, les affrontements entre groupes armés, les grèves, les coups d'État manqués et les attentats furent fréquents. L'extrême droite organisa des tentatives d'insurrection avec le soutien de secteurs militaires qui ne reconnurent jamais la légitimité du nouveau pouvoir. Parallèlement, la gauche révolutionnaire tenta d'imposer un modèle différent, inspiré des soviétiques, qui remettait directement en cause le parlementarisme. L'administration de Weimar dut mettre en œuvre des mesures d'urgence pour contenir la violence, mais cela impliqua un affaiblissement de ses propres principes démocratiques. Les présidents pouvaient gouverner par décret lors de situations exceptionnelles, et cet outil fut utilisé de plus en plus fréquemment. Cette ambiguïté entre légalité formelle et autoritarisme pratique fut une constante tout au long de l'existence du régime. Le mécontentement populaire s'intensifia à chaque crise économique et l'État échoua à établir une base solide de confiance. Les classes moyennes, particulièrement vulnérables aux fluctuations financières, commencèrent à associer la démocratie au chaos, à l'inflation, au chômage et à l'humiliation extérieure. Les expériences traumatisantes laissèrent des traces profondes. L'hyperinflation de 1923, par exemple, ne fut pas seulement une catastrophe monétaire, mais fut vécue comme une dépossession généralisée. La valeur de l'argent s'évapora du jour au lendemain, les économies de toute une vie devinrent inutilisables et les règles fondamentales de l'échange volèrent en éclats. Cette expérience détruisit le sentiment de prévisibilité et de sécurité de l'économie et engendra une méfiance permanente envers les solutions libérales. Malgré une certaine reprise durant la seconde moitié de la décennie, le souvenir de la catastrophe resta gravé. Nombreux furent ceux qui interprétèrent ce moment comme la preuve de l'inefficacité du nouvel ordre. De plus, un sentiment généralisé de décadence morale accompagna la crise politique. Dans les villes, notamment à Berlin, apparurent des modes de vie qui choquèrent les secteurs plus traditionnels. L'art, le théâtre, la littérature et la musique prirent des tons provocateurs. Le corps et le désir s'immiscèrent naturellement dans l'espace public, et la critique sociale s'inscrivit dans le paysage du divertissement. Cet environnement fut interprété par beaucoup comme un signe d'effondrement culturel et devint un argument récurrent pour ceux qui cherchaient à restaurer les valeurs conservatrices. Dans les discours des nationaux-socialistes, la République était présentée comme une expérience ratée qu'il convenait d'éradiquer complètement. La combinaison du libéralisme économique, du parlementarisme et de la tolérance culturelle était associée à la décadence, à la faiblesse et à la fragmentation. Les adversaires étaient clairement identifiés. Les Juifs étaient présentés comme les promoteurs d'une modernité destructrice, les communistes comme les responsables du chaos et les sociodémocrates comme les complices de la capitulation. Cette construction rhétorique était efficace car elle faisait appel à des émotions intenses, rage, humiliation, désir d'ordre et besoin d'identité. L'antisémitisme ne s'exprimait pas seulement sous la forme de haine raciale, mais fonctionnait aussi comme un discours politique attribuant aux Juifs le contrôle du secteur bancaire, des médias, du commerce et des arts. La figure de l'intellectuel juif incarnait tout ce que le nouvel ordre cherchait à éliminer. Cette logique manichéenne fonctionnait bien dans un contexte où la population cherchait des explications simples à des situations complexes. La fragmentation des partis au sein du système parlementaire rendait difficile la formation de gouvernements stables. Les coalitions se dissolvaient rapidement et les élections étaient fréquentes. Cela donnait l'impression que personne ne contrôlait la situation et que les décisions importantes étaient reportées. Avec l'aggravation de la crise des années 1930, le recours au décret présidentiel devint la norme. Le Parlement perdit de son poids réel et la figure du président gagna en importance. La République continua d'exister formellement, mais son fonctionnement réel ne correspondait plus à l'idéal démocratique. Cette détérioration institutionnelle coïncida avec l'essor du Parti national-socialiste qui sut canaliser le mécontentement par des propositions autoritaires.
La population ne soutenait pas les idées détaillées, mais se laissait emporter par les émotions, les gestes marquants et les promesses de restauration. Les rassemblements de masse et les mises en scène soigneusement orchestrées suscitèrent plus de soutien que n'importe quel discours parlementaire. Le rejet du pluralisme devint compréhensible pour de larges pans de la population, convaincus de la nécessité pour le pays d'avancer sous une direction unique. Sur le plan culturel, la vie urbaine de Weimar devint un objet à la fois de fascination et de répulsion. Berlin abritait cabarets, salles de spectacle, magazines illustrés et films explorant la sexualité, la violence et l'interdit. Cet environnement attirait des artistes du monde entier, mais il était aussi utilisé comme exemple par ceux qui dénonçaient la corruption morale. La propagande réactionnaire choisissait des scènes urbaines pour illustrer une prétendue crise des valeurs. L'association entre cosmopolitisme et dégénérescence devint un puissant outil pour justifier le rejet du présent. Parallèlement, dans les zones rurales, le contraste avec la vie des grandes villes alimentait le sentiment que la République était dominée par des élites étrangères aux valeurs traditionnelles. Cette division entre campagne et ville fut exploitée par le discours nationaliste qui exaltait la terre, la famille et la communauté comme antidotes au déclin. Universités, journaux et théâtres devinrent des arènes d'affrontements idéologiques. Des institutions autrefois respectées commencèrent à être perçues comme des espaces occupés par des intérêts particuliers. La confiance dans les médias s'éroda et les théories du complot trouvèrent un terreau fertile. Les changements sociaux, tels que la promotion des femmes sur le marché du travail et dans la vie publique, étaient présentés comme des symptômes de désordre. La nostalgie d'un passé idéalisé gagna du terrain et la promesse d'une restauration devint un outil politique efficace. La crise de 1931 accéléra ce processus. Le chômage de masse, les fermetures d'entreprises et la pauvreté croissante rendirent les promesses radicales plus attrayantes. La République ne semblait plus offrir de solution et les valeurs démocratiques perdirent de leur attrait face à la promesse d'ordre. Le sentiment que seule une transformation radicale pouvait sauver l'Allemagne se répandit et le terrain se prépara à son effondrement final. L'expérience de Weimar ne fut pas un désastre causé uniquement par des facteurs externes ou des décisions isolées, mais par l'absence d'accords durables. Fragmentation idéologique, faiblesse institutionnelle, méfiance culturelle et fragilité économique se combinèrent dans un cycle qui éroda le système de l'intérieur. Le nazisme n'apparut pas comme un phénomène étranger au contexte, mais résulta plutôt des mêmes failles accumulées. La République, née au milieu d'une capitulation forcée, échoua à transformer le ressentiment collectif en cohésion interne. Ceux qui proposaient une alternative autoritaire exploitèrent cette difficulté à stabiliser le pays en ces temps critiques. L'effondrement ne fut pas immédiat, mais progressif. Le régime se vida peu à peu jusqu'à ne laisser subsister que sa façade. Lorsque le nouveau pouvoir prit le pouvoir, il le fit avec le soutien d'une population épuisée et la promesse d'effacer une période considérée comme la plus grande erreur de l'histoire récente. Ainsi prit fin Weimar, non pas sous la pression violente, mais sous les applaudissements de tous. Deux Allemagnes, division, guerre froide et mur. Après l'effondrement du Troisième Reich, l'Allemagne cessa d'exister en tant qu'entité politique unifiée. Durant les premiers mois d'occupation, les puissances alliées imposèrent des structures de contrôle variables selon les zones, traçant d'emblée des trajectoires divergentes. Tandis que les régions sous administration occidentale bénéficiaient d'aide et d'une réorganisation institutionnelle basée sur des modèles parlementaires, le secteur soviétique développa un système radicalement différent. Dans cette zone, des comités de contrôle directement subordonnés à Moscou furent mis en place et un processus accéléré de soviétisation politique, économique et sociale fut imposé d'emblée. Le Parti communiste allemand fut rétabli en priorité absolue, accompagné d'une purge systématique de toute personnalité ne s'alignant pas sur les intérêts du Kremlin. Des désaccords entre les occupants apparurent rapidement. Au fil des mois, les zones occidentales commencèrent à coordonner leur politique commune. Le tournant fut l'introduction du mark ouest-allemand en 1948, une réforme monétaire soutenue par Washington, Londres et Paris qui excluait totalement l'Est. En réponse, l'Union soviétique imposa un blocus total de Berlin-Ouest, espérant contraindre ses anciens alliés à abandonner le contrôle de la ville. Cependant, le pont aérien organisé par les États-Unis et la Grande-Bretagne contrecarra l'objectif soviétique.
plus de 200 000 vols assurèrent le ravitaillement de la population de Berlin-Ouest. L'échec du blocus consolida la rupture définitive. En mai 1949, la République fédérale d'Allemagne fut proclamée, avec Bonn pour capitale et une structure démocratique parlementaire. En octobre de la même année, la République démocratique allemande fut établie à l'Est, avec Berlin-Est pour capitale et un système socialiste à parti unique. Dès lors, deux États allemands coexistèrent, aux idéologies, structures et alliances totalement opposées. Tandis que la RFA était intégrée au bloc occidental, rejoignant rapidement l'OTAN et consolidant une économie de marché fondée sur une reconstruction productive, la RDA fut intégrée au bloc du pacte de Varsovie, soumise aux décisions du Parti communiste et soutenue par la présence permanente de l'Armée rouge. Les divergences n'étaient pas seulement politiques. Le modèle économique de la RDA reposait sur la collectivisation forcée, la planification centralisée et l'industrialisation dirigée par l'État. À court terme, cela permit une croissance stable, mais avec le temps, cela conduisit à la stagnation, aux pénuries et aux inégalités latentes. Les grèves de 1953 manifestèrent le mécontentement des travailleurs face au plan de production imposé d'en haut. Les manifestations furent réprimées par les troupes soviétiques, faisant plus de 50 morts et des milliers d'arrestations. Dès lors, la surveillance interne fut renforcée et le rôle de la police politique élargi. La Stasi fut officiellement créée en 1950, mais ne prit sa forme définitive qu'à la fin de la décennie. Sous la direction d'Erich Mielke, elle se transforma en une organisation omniprésente qui surveillait tous les aspects de la vie privée. Grâce à un réseau d'informateurs civils s'étendant aux usines, aux quartiers, aux écoles et aux universités, le régime était capable d'anticiper presque tout signe de dissidence. Les dossiers du personnel étaient conservés avec une extrême minutie et des méthodes de pression psychologique, de chantage et de contrôle émotionnel étaient employées pour démanteler toute source de résistance. Parallèlement, la RFA adopta une politique de réintégration internationale axée sur la légitimité démocratique et le développement économique. Le « miracle allemand », promu par Ludwig Erhard, transforma des villes détruites en centres industriels modernes. Grâce au fonds du plan Marshall, la productivité explosa et des millions de personnes trouvèrent un emploi dans les secteurs manufacturiers et des services. Cependant, ces progrès ne résolvèrent ni la division territoriale, ni la question nationale. La constitution de la RFA affirmait que sa structure représentait l'ensemble de l'Allemagne et que tout État allemand pouvait demander son intégration à la République fédérale. Cette clause maintint vivante l'idée d'une future réunification. Les tensions persistantes entre les deux États se reflétaient particulièrement à Berlin. Bien que la ville fût divisée depuis 1945, sa frontière n'était pas étanche. Pendant plus d'une décennie, des milliers de personnes traversèrent la frontière d'est en ouest à la recherche de meilleures conditions de vie. Cet exode massif affaiblit l'économie de la RDA et mina la légitimité du régime. En août 1961, les autorités de l'Est décidèrent de fermer le poste frontière. Lors d'une opération nocturne, des unités de police et des ouvriers furent déployés pour ériger des barbelés, remplacés plus tard par un mur de béton. La frontière intérieure fut fortifiée par des miradors, des champs de mines et des tireurs d'élite. Le mur de Berlin devint un symbole absolu de la guerre froide. Pour les autorités de l'Est, il représentait une défense contre l'infiltration capitaliste et la propagande occidentale. Pour le reste du monde, il fut la preuve la plus flagrante de l'échec du socialisme authentique. Pendant des décennies, des histoires d'évasion, d'arrestation et de mort marquèrent la frontière. Pendant ce temps, les campagnes de la Stasi perfectionnèrent leurs techniques. L'une de leurs méthodes les plus efficaces était la décomposition, un processus de destruction psychologique qui ne laissait aucune trace visible. Au lieu de recourir à la torture physique, la stratégie consistait à isoler socialement la cible, à saboter son environnement, à ternir sa réputation et à générer des conflits internes menant à l'effondrement personnel. Les relations entre les deux Allemagnes fluctuèrent au fil du temps. Dans les années 1970, sous l'Ostpolitik de Willy Brandt, la République fédérale d'Allemagne reconnut officiellement la RDA et établit des relations diplomatiques limitées. Des accords de transit et de communication furent signés entre les deux parties, autorisant les visites familiales sous des conditions strictes. Cependant,
le régime de l'Est maintint intactes ses structures répressives. L'économie entra dans une phase de déclin structurel dans les années 1980, aggravée par la dette extérieure, le retard technologique et la perte du soutien soviétique sous la nouvelle direction de Moscou. Pendant ce temps, en République fédérale d'Allemagne, une société ouverte, avec une presse libre, le pluralisme politique et la mobilité sociale, se consolidait. Le fossé entre les deux réalités se creusa au point de devenir intenable. L'espionnage se poursuivit dans les deux sens, mais l'avantage informationnel était du côté de la Stasi, qui parvint à infiltrer même des hauts fonctionnaires à l'Ouest. Malgré cela, le discours de supériorité morale de la RDA perdait du terrain. La jeunesse de l'Est, de plus en plus exposée aux influences extérieures, commençait à remettre en question le système. Les manifestations pacifiques se multiplièrent dans des villes comme Leipzig et Dresde, tandis que l'appareil policier montrait des signes d'usure. Le système de surveillance ne parvenait plus à contrôler le flux d'informations. L'effondrement du bloc soviétique entraîna également la chute du régime de Berlin-Est. En quelques semaines, le mur cessa d'être une barrière infranchissable. Le 9 novembre 1989, après une conférence de presse confuse, les points de contrôle furent ouverts. Des milliers de personnes le traversèrent à pied, sans résistance, mettant fin à 40 ans de division forcée. La RDA cessa officiellement d'exister l'année suivante, mais son héritage répressif laissa une marque indélébile sur des millions de vies. Réunification et puissance, l'Allemagne qui a réoccupé le centre. Après des décennies de séparation, la structure qui divisait Berlin a cessé de remplir sa fonction sans aucune annonce officielle. Le mur, qui avait symbolisé pendant des années la division mondiale, est devenu obsolète en quelques jours. Les manifestations dans des villes comme Leipzig et Dresde avaient gagné en intensité tout au long de l'automne 1989. Mais son effondrement n'était pas le résultat d'une stratégie politique précise. En réalité, son ouverture était le fruit d'une série d'erreurs. Le 9 novembre, lors d'une conférence de presse retransmise en direct, un membre du Politburo allemand a lu une note concernant de nouveaux permis de circulation sans en comprendre pleinement le contenu. Interrogé sur la date d'entrée en vigueur de ces mesures, il a répondu incertain qu'elle serait immédiate, à sa connaissance. Cette phrase a suffi à précipiter des milliers de personnes vers les postes frontières. À leur arrivée, les gardes n'ont reçu aucune instruction claire. Incapables de contenir la foule ou d'agir sans ordre d'en haut, ils ont levé les barrières. Pendant la nuit, la circulation est redevenue libre pour la première fois depuis 28 ans. Les images de citoyens se croisant bras dessus, bras dessous, et se heurtant contre un mur avec des outils improvisés firent le tour du monde. Mais au-delà de l'impact visuel, l'épisode eut des conséquences immédiates. En quelques jours, l'autorité du gouvernement de la RDA fut complètement érodée. Les institutions perdirent leur capacité de gestion, les ministères furent abandonnés et les structures du Parti socialiste unifié se désintégrèrent. La population de l'Est commença à exiger des élections libres, l'ouverture économique et le respect des droits civiques. Parallèlement, les contacts avec le gouvernement fédéral de Bonn s'intensifièrent. Helmut Kohl, chancelier de la République fédérale, présenta un plan en 10 points proposant un processus progressif vers une éventuelle union entre les deux États. Cependant, la rapidité des événements étouffa toute tentative de progressivité. La pression sociale imposa des décisions immédiates. En mars 1990, des élections furent organisées en ex-Allemagne de l'Est. Le résultat fut une nette victoire des partis favorables à une intégration rapide avec l'Ouest. Dès lors, les mesures se succédèrent rapidement. L'union monétaire et économique fut approuvée, le mark occidental fut instauré comme monnaie unique et la dissolution de la RDA en tant qu'entité étatique fut décidée. Le traité d'unification fut signé le 31 août et entra en vigueur le 3 octobre. L'Allemagne était officiellement réunifiée, mais les divergences entre les deux moitiés subsistaient à tous les niveaux. Alors que les villes occidentales bénéficiaient d'infrastructures modernes, de réseaux commerciaux et de systèmes administratifs consolidés, l'Est était dominé par des structures obsolètes, un chômage croissant et une méfiance envers les institutions fédérales. L'unification fut reconnue internationalement après la signature du traité 2+4.
par lequel les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et la France renoncèrent à leurs revendications sur l'Allemagne et acceptèrent sa pleine souveraineté. Il fut établi que le pays ne posséderait pas d'armes nucléaires et que son armée serait limitée en taille. Parallèlement, les liens avec les organisations européennes furent renforcés et la transformation de Berlin en capitale officielle fut encouragée. Le transfert des ministères de Bonn fut progressif mais symboliquement important. Dès lors, l'Allemagne occupa une place centrale, tant sur le continent que dans les décisions politiques mondiales. Durant les premières années, le processus d'intégration fut marqué par des déséquilibres. L'économie de l'Est subit un effondrement immédiat suite à la disparition des subventions publiques. De nombreuses usines fermèrent et le chômage dépassa 40% dans certaines régions. La Treuhand, l'agence chargée de privatiser les entreprises publiques de la RDA, remplit ses fonctions avec une célérité extrême. Plus de 14 000 entreprises passèrent aux mains du privé, souvent sans garantie de sécurité de l'emploi. Le sentiment que les actifs de l'Est avaient été vendus sans contrepartie sociale suscita du ressentiment. Les protestations contre les inégalités devinrent fréquentes et l'écart de revenus entre les deux moitiés du pays devint un thème récurrent. Cependant, des progrès furent également réalisés. Les infrastructures furent reconstruites, les services modernisés et des programmes de formation professionnelle mis en place. Malgré la persistance de cet écart, la mobilité augmenta et les nouvelles générations s'adaptèrent rapidement. Sur le plan politique, l'Allemagne a renforcé son engagement en faveur de l'intégration européenne. Elle est devenue un fervent défenseur de l'euro, acceptant d'abandonner le mark comme symbole national. En 1999, elle a transféré sa banque centrale à Francfort, consolidant ainsi son rôle financier au sein de la zone euro. Parallèlement, elle a assumé des responsabilités diplomatiques plus larges. Elle a participé à des missions internationales, envoyé des troupes dans des zones de conflit et joué un rôle central dans l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est. Au cours de la première décennie du XXIe siècle, Berlin a consolidé sa position d'axe politique de la région tout en maintenant une politique étrangère axée sur la stabilité, le multilatéralisme et le commerce international. L'histoire allemande a également été revisitée sous un angle nouveau. Au lieu de se concentrer uniquement sur la Seconde Guerre mondiale, d'autres dimensions culturelles et historiques ont commencé à être prises en compte. Des musées consacrés à la RDA ont été ouverts, des fragments du mur ont été préservés et des études sur l'impact du socialisme sur la vie quotidienne ont été encouragées. Parallèlement, les enquêtes sur la Stasi se sont intensifiées et des millions de dossiers personnels ont été déclassifiés. Nombreux sont ceux qui ont découvert avoir été surveillés par leurs voisins, leurs collègues, voire leurs proches. La mémoire est devenue un espace de contestation, où les expériences du passé récent devaient trouver leur place dans un récit national commun. Lors des crises financières qui ont frappé l'Europe en 2008 et 2012, l'Allemagne a joué un rôle économique majeur. Son modèle de production, basé sur les exportations, le contrôle budgétaire et la sécurité de l'emploi, a été présenté comme une référence. Cependant, cette position a également généré des tensions. Les politiques d'austérité promues par Berlin ont été perçues dans d'autres pays comme des mesures unilatérales. Malgré cela, l'Allemagne a conservé sa position de moteur économique du continent. Sur le plan démographique, elle a dû faire face à des défis spécifiques. Le vieillissement rapide de la population et le faible taux de natalité ont contraint à revoir les politiques d'immigration. À partir de 2015, le pays a accueilli plus d'1 million de demandeurs d'asile, principalement originaires de Syrie et d'Afghanistan. Cette décision, défendue par le gouvernement comme un geste humanitaire, a suscité de vives réactions internes. Des mouvements anti-immigration ont émergé et le paysage politique s'est fragmenté avec la montée de nouvelles forces parlementaires. L'Allemagne réunifiée a dû faire face à une identité complexe. D'un côté, elle était l'héritière du pouvoir qui avait été le protagoniste des plus grands conflits du siècle précédent. De l'autre, elle se présentait comme un modèle de stabilité démocratique et de croissance ordonnée. Cet équilibre ne fut pas toujours facile à maintenir. La présence de groupes nostalgiques de la RDA, les inégalités territoriales et un sentiment de perte culturelle dans certaines régions de l'Est entretinrent les débats sur la cohésion interne. Cependant, le système politique parvint à absorber les tensions sans rupture institutionnelle.
L'alternance entre les partis, l'existence d'une presse critique et la transparence administrative renforcèrent la légitimité démocratique. Sur le plan international, l'Allemagne resserra ses liens avec la France et participa activement aux décisions clés de l'Union européenne. Malgré ses réticences historiques, elle accepta d'accroître sa présence militaire à l'étranger et de développer ses capacités défensives dans le cadre de l'OTAN. Sur le plan culturel, Berlin se transforma en un centre créatif mondial. L'architecture contemporaine se mêla à la mémoire historique dans des espaces tels que le dôme du Reichstag et le mémorial de l'Holocauste. La ville quitta son image de frontière pour devenir un symbole de diversité, d'avant-garde et de reconstruction. La population jeune, issue d'horizons divers, a occupé les quartiers centraux et transformé la capitale en un laboratoire urbain où passé et présent cohabitaient. Si les blessures de la division n'ont pas complètement disparu, la trajectoire du pays a démontré une capacité d'adaptation hors du commun. En quelques décennies seulement, il est passé d'un territoire fragmenté à une puissance régionale. Son influence s'est consolidée grâce à sa puissance économique, sa légitimité institutionnelle et la gestion d'une mémoire complexe. Ce qui a commencé comme une erreur lors d'une conférence de presse a fini par redéfinir la carte européenne et le rôle de l'Allemagne dans le monde. L'éternel combat entre le passé persistant et l'avenir qui exige sa place. Des centaines de milliers de personnes se sont rangées du côté des nationaux-socialistes. Ce qui est inquiétant, c'est le nombre de jeunes instruits, d'enseignants, de médecins et d'avocats qui ont rejoint leur cause. La majorité des Allemands sympathisaient avec le régime, un phénomène courant sous une dictature. Seul un très petit groupe résista ouvertement à Hitler, même conscient que cela mettait sa vie en danger. Parmi eux se trouvaient des communistes, des sociaux-démocrates, des conservateurs et, plus tard, une partie de l'ancienne noblesse prussienne rassemblée autour de Klaus von Stauffenberg. Bien que sa tentative d'assassinat du Führer ait échoué, il souhaitait au moins laisser une trace de rupture qui servirait d'exemple. Il était clair qu'après la chute du pouvoir national-socialiste, les anciennes ombres ne disparaîtraient pas immédiatement. C'est pourquoi la République fédérale nouvellement créée dut affronter d'emblée les organisations d'extrême droite. Dans un premier temps, la décision fut prise de les interdire. Mais la bataille politique fut ensuite menée et elles finirent par l'emporter. Lors de plusieurs élections régionales, les forces d'extrême droite ont oscillé autour de 10% des voix. La montée en puissance du Parti national-démocrate, NPD, qui n'a pas franchi le seuil des 5% lors des élections au Bundestag de 1969, est particulièrement inquiétante. Depuis cette défaite, l'extrême droite n'a pas pleinement émergé, même si elle a occasionnellement fait son entrée dans certains parlements régionaux au cours des 2 dernières décennies. En Allemagne, remettre en question l'extermination des Juifs d'Europe, afficher des symboles nazis en public ou faire le salut hitlérien sont punis par la loi. Ces dernières années, la société allemande a adopté une position de plus en plus claire et ferme sur ces questions. La capacité de la société allemande à maintenir cette ligne de mémoire, de repentance et de confrontation continue avec son propre passé demeure incertaine. L'évolution démographique du pays laisse présager de profondes transformations. Au cours des 2 dernières décennies, des millions de musulmans, principalement originaires de Turquie, se sont installés en Allemagne. La question est de savoir s'ils s'approprieront l'histoire récente du pays comme l'ont fait d'autres groupes d'immigrés qui représentent aujourd'hui environ 10% de la population. Ce scénario semble peu probable. Les signaux provenant d'autres États européens qui n'ont pas eu à affronter le poids de leur passé avec la même intensité ne sont pas non plus rassurants. Aux Pays-Bas, des voix politiques influentes ont même suggéré que les Juifs quittent le pays. Ceux qui portent une kippa dans les lieux publics ne peuvent plus être considérés comme en sécurité. Une situation similaire est observée dans les pays scandinaves. À Malmö, dans le sud de la Suède, la moitié des habitants sont d'origine étrangère. Là-bas, en particulier chez les jeunes Arabes, l'hostilité ouverte envers Israël et les menaces envers la communauté juive sont courantes. En Hongrie, qui a présidé le Conseil européen au premier semestre 2011, on observe une résurgence d'attitudes antisémites rappelant l'époque d'avant la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne pourra probablement rester à l'abri de ces excès pendant un certain temps grâce au fardeau historique du Troisième Reich. Cependant, les signaux d'alarme ne peuvent être ignorés. Des agressions contre des juifs dans des lieux publics et des attaques visant des synagogues et des cimetières
ont également eu lieu sur le sol allemand. Malgré cela, une opinion publique vigilante prévaut toujours. Un rejet absolu de toute expression d'antisémitisme prévaut, en particulier chez les jeunes Allemands d'une vingtaine et d'une trentaine d'années. À cela s'ajoute la relation unique avec Israël, qui, sous la direction de la chancelière Angela Merkel, s'est renforcée et s'oriente vers une certaine normalisation, même si l'on peut se demander si une telle normalité peut pleinement exister entre Allemands et Juifs. Depuis quelques années, les deux gouvernements tiennent même des réunions ministérielles conjointes alternant entre Berlin et Jérusalem. De plus, la marine allemande patrouille au large des côtes libanaises afin de lutter contre la contrebande d'armes et d'assurer une plus grande sécurité à la frontière nord d'Israël. La chancelière elle-même a prononcé un discours à Jérusalem offrant à l'État d'Israël une garantie de sécurité formelle, ce qu'un chef de gouvernement allemand n'avait jamais fait auparavant. Cependant, la portée réelle de cet engagement reste incertaine. Que se passerait-il si l'environnement israélien entrait dans une phase de déstabilisation? Des pays comme l'Égypte, la Syrie, le Liban et la Tunisie pourraient à tout moment perturber l'équilibre régional. Ce scénario hypothétique a été à peine évoqué en République fédérale et est encore délibérément évité aujourd'hui. L'Allemagne s'est retrouvée dans une situation délicate suite à la crise libyenne lorsque, contre toute attente, Berlin a décidé de s'abstenir lors du vote du Conseil de sécurité de l'ONU, approuvant les sanctions contre le régime de Mouammar Kadhafi en mars. Au lieu de s'aligner sur les puissances occidentales, l'Allemagne s'est rangée du côté de la Russie et de la Chine. En pratique, l'abstention de ces deux pays équivalait à un soutien tacite, tandis que la position allemande était interprétée comme un rejet. Quelques jours plus tard, un nouveau désaccord avec ses partenaires de l'OTAN est apparu lorsque le gouvernement fédéral a décidé de retirer de la Méditerranée les navires de guerre qui constituaient la force navale permanente de l'Alliance. Les analystes se demandent encore aujourd'hui pourquoi une femme politique expérimentée sur la scène internationale comme Angela Merkel a accepté de suivre l'exemple de son ministre des Affaires étrangères, le libéral Guido Westerwelle, faible et inexpérimenté. L'erreur stratégique a consisté à ne pas anticiper qu'au dernier moment, les États-Unis opteraient pour une intervention militaire afin de protéger les rebelles de Benghazi de l'avancée des troupes de Kadhafi. Il est frappant de constater que Merkel, lorsqu'elle dirigeait l'opposition, a défendu la participation allemande à la guerre en Irak et a entretenu des relations étroites avec George W. Bush. En revanche, elle n'a pas réussi à établir un lien de confiance avec Barack Obama, qui a même exclu l'Allemagne de sa tournée européenne en mai. Par conséquent, les révolutions qui secouent le monde arabe ont pris de court l'Allemagne et ses plus proches alliés, révélant le manque de coordination de la politique étrangère de Berlin. Le difficile retour des Allemands. La confiance des Juifs israéliens et de la diaspora en Allemagne a été restaurée au fil du temps. Les petits-enfants de survivants de l'Holocauste ont commencé à revenir à Berlin et la communauté juive du pays compte à nouveau environ 100 000 personnes. Le retour des Juifs dans l'ancienne capitale allemande rénovée est devenu l'un des événements les plus marquants et porteurs d'espoir depuis la réunification et la chute du mur de Berlin. Le collectionneur parisien Heinz Berggruen, ami de Picasso, est revenu avec son extraordinaire collection et a obtenu un musée qui lui est dédié face au château de Charlottenbourg. Une histoire similaire est celle du mécène Erich Marx, qui a soutenu le projet artistique de la gare de Hambourg. Autre exemple notable, le berlinois Michael Blumenthal, ancien secrétaire américain au Trésor, nommé directeur du musée juif de Berlin, conçu par Daniel Libeskind et qui accueille plus d'1 demi-million de visiteurs chaque année. La presse allemande, très active, reste attentive à toute nouvelle évolution du débat sur le passé nazi. Toute interprétation inédite suscite généralement d'abord rejet ou controverse. Dans les cercles du principal magazine politique et social Der Spiegel, l'idée circule qu'en cas de faible tirage, rien n'attire plus qu'une couverture liée au national-socialisme, de préférence accompagnée d'une photo d'Hitler. Une exposition berlinoise intitulée « Hitler et les Allemands », bien que largement critiquée, a réussi à attirer 250 000 visiteurs durant l'hiver. Hitler demeure la figure centrale symbolisant la face la plus sombre de l'histoire moderne. Nombreux sont ceux qui continuent de s'interroger sur les raisons de l'échec de la 50aine d'attentats organisés contre lui.
Au-delà de la célèbre tentative du colonel Stauffenberg du 20 juillet 1944, qui aurait pu changer le destin de l'Europe, une autre tentative, moins connue mais tout aussi audacieuse, se distingue. Il s'agissait du plan de Georg Elser, un artisan qui, agissant seul, avait compris très tôt les intentions criminelles d'Hitler. Il avait soigneusement préparé une bombe à retardement censée achever le dictateur le 8 novembre 1939 dans la brasserie Bürgerbräukeller de Munich. Cependant, Hitler quitta les lieux 13 minutes avant l'explosion qui tua 8 personnes, après avoir changé d'avion pour un train en raison du mauvais temps. Elser fut arrêté à Constance, à quelques mètres de la frontière suisse, et exécuté sur ordre direct d'Hitler, peu avant la fin du Troisième Reich. Un demi-siècle plus tard, en 1989, l'Allemagne réussit ce qu'elle avait échoué en 1939. Le mur s'effondra, la guerre fut terminée et aucune vie ne fut perdue. Le poids de l'énorme fardeau psychologique et émotionnel que les Allemands continuent de porter s'est clairement fait sentir au cours des 2 dernières décennies. Après la réunification, qui fut à bien des égards une chance, l'Allemagne n'était pas en mesure d'exercer un leadership solide en Europe. Les plus grandes difficultés se concentrent dans la sphère militaire. Une grande majorité de la population exige un retrait immédiat d'Afghanistan et chaque information relative aux forces armées fait l'objet d'une analyse exhaustive et critique. Il semble donc évident qu'il faudra encore de nombreuses années avant que le pays parvienne à articuler une politique étrangère et de défense véritablement pragmatique, s'affranchissant largement du poids de l'histoire récente. Cet héritage constitue souvent une limite, mais sert aussi parfois d'argument tactique pour justifier la prudence. En définitive, l'Allemagne avance résolument dans son rôle au sein de l'Europe, mais la mémoire de son passé continue d'influencer sa manière d'aborder les dilemmes stratégiques et de sécurité. L'ombre du Troisième Reich ne se dissipe pas facilement. De fait, la figure d'Hitler demeure présente dans l'imaginaire collectif allemand, rappelant constamment que toute décision en matière de politique étrangère et militaire se mesure à l'aune d'un passé encore lourd de sens.